française que s'ouvre enfin un deuxième front. Aux premières heures du débarquement, les Alliés doivent se battre contre des Français, fidèles à Vichy ou abusés par le double jeu de Pétain. La résistance est même sérieuse à Casablanca et à Oran, moindre à Alger. Le général Eisenhower obtient tout de même de l'amiral Darlan l'entrée en guerre des territoires français d'Afrique. La riposte d'Hitler est immédiate. Le 10 novembre, les Allemands envahissent la zone libre et arrivent sur la Côte d'Azur. À Toulon, l'amiral commandant la flotte française a refusé de rejoindre l'Afrique du Nord sans un ordre de Pétain. Prise au piège, l'escadre réussit à se saborder de justesse sous les yeux des Allemands. De l'autre côté de la Méditerranée, c'est le dernier acte. Montgomery va associer son nom à la première grande victoire britannique, El Alamein. L'attaque anglaise est déclenchée le 23 octobre, alors que Rommel attend toujours ses renforts. Pour l'Africa Corps, c'est la dernière bataille, et cette fois, elle est trop inégale. Rommel, qui n'aime que l'offensive, bat en retraite à travers toute la Libye et au-delà. 2 mois plus tard, il est en Tunisie avec une armée en lambeaux. En décembre, les forces alliées venues d'Algérie menacent Tunis. Hitler prend conscience de la menace et exige que la tête de pont résiste, coûte que coûte. Dos à la mer, l'armée allemande, qui ne cesse de recevoir des renforts, résiste
pendant 6 mois. En mai 1943, les forces de l'Axe sont enfin vaincues. 250 000 Allemands sont faits prisonniers. Le 8 mai, les Alliés entrent enfin à Tunis et à Bizerte. « 1942, l'année charnière. Le cœur du Reich est encore intact et il bat toujours pour son Führer. L'Allemagne n'est plus qu'une gigantesque fabrique d'armement. Le pays manque de bras, les nazis mettent toute l'Europe à contribution. C'est le travail obligatoire. Plus de 6 millions d'hommes viennent de tous les pays européens occupés participer en Allemagne à l'effort de guerre. L'Allemagne, comme devenue folle, vit, meurt, ne travaille plus que pour la guerre. Hitler ne doute pas de la victoire. Ce qu'il veut maintenant, c'est le pétrole du Caucase et la ville symbole des bolcheviks, Stalingrad. Le 26 juillet, le général von Paulus reçoit l'ordre de prendre la ville. La Wehrmacht épuisée arrive en octobre, dans les faubourgs de la ville. Dans Stalingrad, soldats et ouvriers se battent au coude à coude. Staline a envoyé sur place un commissaire politique qui s'appelle Nikita Khrouchtchev. En aucun cas, Stalingrad ne devra capituler. Gagner un mètre est un enfer. Les Russes défendent leur ville, maison par maison.
L'hiver est là, et Stalingrad tient toujours. Les Allemands s'inquiètent. Le général Paulus demande à se replier. Hitler le nomme maréchal, mais refuse tout pas en arrière. Hitler ne veut pas voir l'évidence. Son armée est isolée, loin, trop loin en avant. Les vivres, les chars, le carburant commencent à manquer. Avec le gel, Staline juge que le moment est venu de contre-attaquer. Le 19 novembre, l'armée rouge lance une offensive foudroyante sur les arrières de l'armée allemande. 7000 pièces d'artillerie tirent sur les positions de l'ennemi. La tenaille se referme, la 6e armée du maréchal von Paulus est prise au piège. Toute résistance est devenue vaine. En quelques semaines,
il n'y a plus ni cartouches, ni pain. Le 2 février 1943, von Paulus capitule, avec 91 000 survivants. Dans les ruines de Stalingrad, pour la première fois, l'armée allemande a perdu. La nouvelle stupéfie le monde entier. Stalingrad, pour l'Allemagne nazie, c'est le commencement de la fin. Pour en finir vraiment avec l'Allemagne, les Alliés savent qu'il leur faudra un jour reprendre pied quelque part en Europe. Mais pour cela, il leur faut d'abord gagner dans l'Atlantique. L'année 42 est désastreuse pour les convois alliés. Les sous-marins allemands chassent en meute et envoient plus de bateaux par le fond que l'Amérique n'en construit. Comment? Comment, dans ces conditions, espérer rassembler suffisamment de force en Angleterre pour pouvoir un jour réussir un débarquement? Progressivement, les Alliés vont reprendre la maîtrise de la mer. En 1943, l'Allemagne perd brutalement plus de 200 sous-marins. Geräusch 90 Grad. La route est libre. L'Angleterre peut maintenant accueillir l'armée de la reconquête.
Munich, Hitler dicte sa loi. La France et l'Angleterre s'inclinent, croyant sauver la paix. C'est la force qui triomphe. Après la Tchécoslovaquie, la Pologne succombe à son tour. La guerre est inévitable, la France mobilise. Le pays s'effondre en quelques semaines. Dunkerque, les Anglais échappent de justesse au désastre. L'Angleterre résiste, seule sous les bombes, mais pour combien de temps? En 1942, l'Axe subit enfin ses premiers revers. Rommel, en Afrique du Nord, est stoppé par Montgomery, à El Alamein. En Russie, la Wehrmacht échoue devant Leningrad et Moscou. Humiliée à Pearl Harbor, l'Amérique entre dans la guerre et prend sa revanche, 6 mois plus tard, à Midway. Dans l'Atlantique, la guerre sous-marine tourne à l'avantage des Alliés. La route de la reconquête est ouverte. La guerre est partout, jusqu'en Mandchourie, jusque dans la Chine lointaine, envahie par le Japon. L'armée japonaise s'enlise dans une guérilla sans fin et ne lésine pas sur les moyens pour en venir à bout. Ici aussi, les populations civiles sont victimes des pires atrocités. Sur le front russe, c'est l'armée rouge qui a maintenant l'initiative. La Wehrmacht n'a pas digéré Stalingrad. L'offensive soviétique du printemps 1944 l'oblige à reculer, partout. Au prix de centaines de milliers de morts, l'Union soviétique se libère. L'armée allemande, comme avant elle, tous les envahisseurs de l'immense Russie, doivent battre en retraite. Hitler en appelle alors à la résistance anti-bolchevique. « 10 000 Français partent se battre sur le front de l'Est et dans toute l'Europe, des hommes acceptent de mettre l'uniforme de l'armée allemande pour essayer d'arrêter Staline et la révolution communiste. Décidément, tout va mal.
En Italie, le fascisme a renié son père. Destitué par le roi, le Duce est au secret dans un hôtel des Abruzzes, perché à 2000 mètres d'altitude. C'est là que le SS Skorzeny vient le délivrer avec un commando de parachutistes. Mussolini et son sauveur s'échappent dans un avion qui réussit d'extrême justesse à s'arracher de la montagne. Hitler accueille son ami Mussolini, méconnaissable, à son quartier général de Rastenburg, le 15 septembre 1943. Mussolini embrasse son fils, Vittorio. Le sort du Duce est désormais scellé à celui des Allemands. Ce n'est plus qu'une marionnette dans la main de Hitler qui repart pour l'Italie exercer un pouvoir illusoire. Ces bombes sont pour l'Allemagne, désormais soumise à un pilonnage quotidien. Mais la route est longue, de Londres à Berlin. Et beaucoup de ces courageux équipages ne reverront jamais les côtes de l'Angleterre. La DCA et la Luftwaffe sont encore redoutables. Mais il faut passer et bombarder l'Allemagne au cœur. Asphyxier son industrie de guerre qui tourne encore à plein régime. Les grandes villes allemandes aussi sont bombardées. Les Alliés espèrent briser le moral de la population, l'inciter à se révolter contre le dictateur fou qui précipite l'Allemagne vers sa destruction totale. En juillet 1943, les Alliés font enfin leurs premiers pas en Europe. C'est le débarquement en Sicile, puis 2 mois plus tard, en Italie. Le fascisme s'affole et s'effondre. L'Italie capitule, mais la résistance allemande est acharnée. Il faut plus de 8 mois aux Alliés pour percer à Cassino. Le monastère historique est complètement détruit dans la bataille. En mai 1944, c'est le corps expéditionnaire français du général Juin qui réussit la manœuvre décisive.
La route de Rome est ouverte. C'est dans une ville intacte que les Alliés entrent le 4 juin 1944. Il faudra encore 9 longs mois de combat pour que l'Italie tout entière soit libérée. Il est vrai que la bataille décisive va avoir lieu ailleurs, quelque part en Normandie. Depuis 4 ans, les Allemands bétonnent la côte, de la Hollande au Midi. Des ouvrages formidables pour abriter des canons gigantesques. Rude tâche, mais rien n'est trop beau, pour ce qu'Hitler appelle avec fierté son mur de l'Atlantique. Rommel, qui commande le front de la Manche, n'a qu'une confiance limitée dans ses casemates en béton. Pour le soldat le plus célèbre de l'armée allemande, c'est sur les plages qu'il faut empêcher les Alliés de débarquer. Après, il sera trop tard. La suite va lui donner raison, mais Hitler, déjà, n'écoute plus personne. L'armée de la reconquête se rassemble en Angleterre. L'Amérique envoie des millions de tonnes de matériel et 2 millions de ses enfants rejoindre ceux qui ont toujours refusé la capitulation. Le pays tout entier se prépare pour le grand jour, celui du débarquement en Europe. « 5 juin 1944. La veille du jour J, le général Eisenhower vient serrer la main des parachutistes américains et canadiens qui vont sauter dans la nuit sur le Cotentin. Plus rien maintenant ne peut arrêter le déclenchement d'Overlord, le débarquement d'une armée en Normandie le 6 juin. Le débarquement, les Allemands l'attendent. Mais ils ne connaissent ni le lieu, ni le jour, ni l'heure. À l'aube, la Manche se couvre de la plus grande armada jamais rassemblée. La surprise est totale. Rommel est en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme. À Berlin, Hitler vient tout juste de s'endormir.
Les premiers parachutages ont commencé depuis minuit sur les deux flancs de la zone du débarquement. Au total, 27 000 hommes et des tonnes de matériel sont larguées. Le 6 juin au soir, les Alliés respirent. Le débarquement a réussi, une solide tête de pont a été établie. Les Allemands vont vite se ressaisir. Les opérations prennent du retard, il faut plus d'un mois aux Alliés pour libérer Caen. Ce n'est qu'au début du mois d'août que l'armée allemande encerclée doit battre en retraite. Le 15 août, c'est le débarquement en Provence. Delattre libère Marseille et Toulon. La tenaille se referme, mais Hitler n'a pas encore dit son dernier mot. Avec cet engin extraordinaire, il croit encore pouvoir renverser le cours de la guerre. C'est la nouvelle arme V, le V1, la bombe volante. Les savants allemands ont décidément bien travaillé. Les V1 sèment la panique en Angleterre. Les Allemands vont faire encore mieux avec le V2, une bombe qui est aussi une fusée qui ouvre le chemin de l'espace. À Paris, la résistance a donné l'ordre d'insurrection générale dès le 19 août. Les Français qui depuis 5 ans mènent la guerre de l'ombre peuvent enfin se battre, au grand jour, pour libérer leur capitale. Hitler enrage. Il ordonne d'ensevelir Paris sous les ruines. Mais il est trop tard. La deuxième DB de Leclerc arrive aux portes de Paris le 25 août. C'est la France qui n'a jamais cessé le combat que De Gaulle exalte dans son premier discours à l'Hôtel de Ville. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Les derniers coups de feu à Notre-Dame avant que le commandant du Grand Paris ne donne l'ordre d'arrêter les combats.
Paris est sauvé. En septembre, les Alliés espèrent pouvoir en finir rapidement. Montgomery envoie une division parachutiste sur la Hollande dans l'espoir d'isoler la Ruhr et de foncer sur Berlin. L'opération est audacieuse, peut-être trop. Les Allemands sont au rendez-vous. La division est décimée avant d'avoir pu être secourue. Pour les Alliés, l'avertissement est sévère. La Wehrmacht n'est pas encore à genoux. En novembre, les 6 armées alliées du front occidental lancent une offensive générale. Plus de 130 000 résistants sont venus grossir les rangs de l'armée française qui s'engage en Alsace. Fin 1944, la France est presque entièrement libérée. Avec sa première armée, le général Delattre prend Mulhouse le 20 novembre. La deuxième division blindée entre dans Strasbourg 3 jours plus tard. Leclerc et ses compagnons ont tenu leur serment. Ils sont sur le Rhin. Les Alliés pensent pouvoir fêter Noël tranquillement. Le 16 décembre, ils sont totalement surpris par une violente contre-attaque allemande dans les Ardennes. Les Alliés mettent un mois à rétablir la situation. C'est la dernière offensive de la Wehrmacht qui va se battre maintenant pour défendre son propre sol. Roosevelt arrive à Yalta.
réélu pour la 4e fois, mais déjà gravement malade. Churchill, lui, espère encore pouvoir empêcher les Russes de mettre la main sur la moitié de l'Europe. Le regard de Molotov en dit long sur les intentions des Soviétiques. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, la garde d'honneur, à l'occasion de votre arrivée, vous présente les armes. Staline ne s'est même pas dérangé pour accueillir ses hôtes à l'aéroport. Le maître de la Russie promet des élections libres à tous les peuples de l'Europe occupés par l'armée rouge. On connaît la suite. Aujourd'hui encore, nous vivons sur les décisions prises par ces 3 géants de la Deuxième Guerre mondiale. À Yalta, Staline s'empare d'un empire. Au printemps 1945, 6 ans après le début de la guerre, la Wehrmacht épuisée s'effondre, l'Allemagne est partout envahie. Hitler n'est plus qu'un vieillard fou qui refuse de voir que la guerre est perdue. Il décrète la levée en masse pour la victoire ou la mort. Les enfants de 16 ans sont mobilisés. Jusqu'à 60 ans, les hommes sont rappelés dans l'armée populaire. Tous ces efforts sont vains. En avril, les Américains sont à Munich. Il faut arrêter Patton, toujours en avant, qui est à 90 km de Prague. Américains et Soviétiques font leur jonction sur le Danube et sur l'Elbe. En Italie, la République fasciste de Mussolini s'écroule. Le Duce est arrêté avec sa maîtresse Clara Petacci et plusieurs dignitaires du régime. Tous sont fusillés par les communistes, les corps sont livrés à la foule. Reste Berlin. Berlin où Hitler s'est retranché avec 300 000 hommes. Ce sont les Russes qui arrivent les premiers dans la capitale du Reich.
30 avril, alors que les Soviétiques approchent de son bunker, Hitler se suicide, sans mettre fin au combat, comme s'il voulait que l'Allemagne s'anéantisse avec lui. Le 2 mai, enfin, la tragédie s'achève. Cette victoire n'est pas une victoire comme les autres. Maintenant, les Alliés savent. Le monde apprend l'inimaginable. La mort organisée, planifiée, mise en œuvre comme une solution rationnelle au problème des Juifs, des Tziganes et de combien d'autres, qui pour les nazis sont autant de sous-hommes qui pillent le Reich, occupent son espace et sont un obstacle à la germanisation du monde. Entre 5 et 6 millions de Juifs ont péri dans les camps de la mort. Qu'une entreprise de destruction systématique de l'homme ait pu naître dans l'esprit d'autres hommes nous interdit à jamais d'oublier, à défaut de comprendre. Le 7 mai 1945, le général Jodl signe à Reims la reddition sans condition de toute la Wehrmacht. Je pense qu'il est particulièrement symbolique que la reddition ait été signée au cœur de la France. Ce pays qui a tant souffert. Ce pays où nous avons débarqué en juin dernier et dont les forces armées et les mouvements de résistance nous ont tant aidés. The country in which this invasion force landed last June, and the one in which the forces and resistance movements have helped us so much. En grand uniforme, le bâton de maréchal à la main, c'est Keitel, qui confirme le lendemain à Berlin la reddition allemande. Les Soviétiques ont eu 20 millions de victimes dans cette guerre. C'est le général Zhukov qui signe pour l'armée rouge. Il ne manquait plus que cela, murmure Keitel en apercevant Delattre qui signe au nom de la France. L'Amérique prouvera bientôt sa reconnaissance à Eisenhower. En attendant, il faut en finir avec le Japon. Au printemps 1945, l'issue de la guerre ne fait plus de doute.
l'imposante flotte américaine est maîtresse du Pacifique. Le Japon, asphyxié, manque de riz pour manger et de pétrole pour se battre. Mais l'empereur refuse encore l'humiliation d'une capitulation sans condition. Pour en finir, MacArthur a choisi de se rapprocher du Japon, par bonds successifs. Chaque île reconquise est un nouveau marchepied avant l'assaut final. En avril, les GIs débarquent à Okinawa, à 600 km seulement des côtes japonaises. La conquête d'Okinawa s'achève au lance-flammes. De toute son âme, la jeunesse du Japon refuse encore la défaite. Plutôt la mort que le déshonneur. Les pilotes kamikazes partent pour leur dernière mission. Leur gloire, c'est de parvenir à s'écraser sur les bateaux de la flotte américaine.
L'Amérique est impressionnée par la résistance désespérée des Japonais. La conquête du moindre îlot est un enfer. La reconquête du Pacifique est presque achevée. Mais le prix à payer est de plus en plus lourd. Les pilotes américains en difficulté à leur retour de mission ne sont pas prêts de l'oublier.